Bonjour tout le monde. Je me présente, je m'appelle Julie Lavacek-Larondeau. Je suis professeure de physique à l'Université de Montréal et titulaire de la chaire de recherche du Canada en astrophysique des trous noirs. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, les trous noirs. J'ai mis ici cette image qui était un peu inspirée de la conférence précédente, qui parlait un peu de la science-fiction avec les films puis les médias. Et donc, c'est une image qui vient du film Interstellaire, qui montre en gros un immense trou noir, qu'on appelle des trous noirs supermassifs, avec une petite planète en orbite autour, qui ressemble au fait quand même assez à la Terre. Et les trous noirs, tu sais, c'est quelque chose qui nous fascine. Que depuis très longtemps, ça fascine la communauté scientifique, ça fascine le public aussi. Puis mon objectif aujourd'hui, c'est de vous introduire à ce monde fascinant des trous noirs, mais aussi de se projeter un peu dans le futur et de vous montrer comment ces objets pourraient un jour devenir la meilleure source d'énergie durable dans l'univers. Okay? Donc ça, c'est l'objectif d'aujourd'hui. Allons-y. Alors, c'est quoi un trou noir? Un trou noir, c'est un objet qu'on retrouve dans l'espace qui ressemble un peu à une planète ou une étoile, mais sa particularité, c'est sa gravité. Okay? Les trous noirs ont une immense gravité. Ce sont les objets qui ont la gravité la plus forte dans l'univers. Et donc, même si on avait une super fusée spatiale qu'on construisait, au fait, un trou noir, la gravité est tellement forte que rien peut s'échapper. Même la lumière ne peut pas s'échapper, d'où le nom trou noir. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à un objet qui a une très, très forte gravité. Donc, pour vous montrer un peu, pour vous donner un aperçu de à quel point c'est fort puis à quel point c'est extrême, j'ai mis ici un petit dessin d'un manège. Au fait, c'est le manège le plus rapide sur la Terre présentement. Souvent, quand on exprime la gravité, on dit souvent qu'à la surface de la Terre, on ressent quelque chose l'équivalent de 1 G. Okay? Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, si vous allez sur les manèges, on ressent quelque chose de quelques G, peut-être à peu près 5 G. Quelqu'un qui n'est pas entraîné peut perdre connaissance à peu près à 5-6 G. Les astronautes s'entraînent pendant des années pour pouvoir résister à peu près 10 G, okay, pour vous donner un ordre de grandeur. Si on était au fait à la surface du Soleil, on ressentirait une gravité à peu près 3000 fois plus forte que sur la Terre. Et à la surface d'un trou noir, ça serait l'équivalent de 1 milliard de G. Okay, donc, c'est à ce point-là que les trous noirs sont extrêmes. Comment qu'on fait pour construire un objet qui a une si forte gravité? Au fait, ça va prendre deux choses. Ça va prendre une masse. Plus la masse est forte, plus la gravité augmente. C'est pour ça que le Soleil a une gravité plus forte que la nôtre. Mais aussi, plus l'objet est compact, donc plus le rayon est petit, plus la gravité monte. Donc, il faut les deux pour avoir quelque chose d'aussi extrême qu'un trou noir. À quoi ça ressemble? Ça ressemble un peu à ça. Okay, donc, imaginez un objet ici qui est sombre parce que même la gravité est tellement forte que même la lumière n'arrive pas à s'échapper. Et ça dépend toutes les propriétés de cet objet dépendent de la masse. Donc, à quel point le trou noir est massif, plus sa masse est forte, plus la gravité est forte. Ça dépend aussi d'un autre paramètre qu'on appelle le spin, qui mesure au fait à quel point le trou noir tourne sur lui-même. Okay, donc, un peu comme la Terre qui tourne en 24 heures sur elle-même, les trous noirs le font aussi. Tous les objets astrophysiques ont tendance à tourner, à avoir cette rotation. Mais pour avoir la gravité aussi forte que 1 milliard de G, il faut la grande masse, mais aussi il faut que ce soit compact, compact, compact. Plus tu compactes l'objet, plus la gravité monte. Pour vous donner un ordre de grandeur, si on prenait quelque chose d'aussi gros que le Soleil, pour le transformer en trou noir, il faudrait le compacter, compacter, compacter en une région qui fait à peu près 6 kilomètres. Okay? Donc, c'est à ce point-là que c'est extrême. Quand moi, je donne cet exemple du Soleil, 6 kilomètres, c'est un peu difficile pour moi de comprendre, qu'est-ce que ça veut dire vraiment de compacter tout le Soleil en juste 6 kilomètres. Donc, je vais vous donner un autre exemple qui, pour moi, est plus représentatif. Si on prenait la plus grosse montagne sur la Terre, prenons l'Everest. Okay? Si on voulait transformer l'Everest en trou noir, qui pense qu'il faudrait alors le compresser en quelque chose qui fait la taille de l'île de Montréal, quelque chose qui fait la taille de votre cellulaire, le bout d'une aiguille, la taille d'un atome, ou plus petit que la taille d'un atome? Okay. La réponse, c'est plus petit que la taille d'un atome. Au fait, c'est 1000 fois plus petit qu'un atome. Si vous arrivez à faire ça, vous allez former un trou noir.
Okay, donc, c'est à ce point-là que ces objets sont extrêmes. Autre paramètre, c'est le spin, donc à quel point il y a une rotation associée avec les trous noirs. On s'aperçoit au fait que pas mal tous les trous noirs ont une rotation. Si on prenait la valeur maximale, okay, souvent le spin, on l'exprime entre 0, où c'est immobile, et 1 étant la valeur maximale. Si le Soleil devenait un trou noir et ensuite avait un spin maximal de 1, ça reviendrait à quoi? Ça reviendrait à notre Soleil à faire un tour en 1 minute, un tour en 1 seconde, qui dit ensuite 10 tours en 1 seconde, 100 tours en 1 seconde. Okay. La réponse, c'est au fait à peu près 1000 tours en 1 seconde. Imaginez quelque chose de aussi gros que le Soleil, compacté sur quelques kilomètres, et que ça tourne à peu près 1000 fois sur lui-même en 1 seconde. Ça, ce sont les trous noirs qui ont un spin de 1. Et au fait, on s'aperçoit que la plupart des trous noirs ont un spin de 1. Ça revient à avoir une vitesse de rotation égale à la vitesse de la lumière. Okay? Donc ça, c'est le côté extrême des trous noirs. On va pousser ça encore plus. Au fait, ce que la relativité générale nous dit, c'est que c'est encore plus extrême que ça. Au fait, toute la masse de ton trou noir, étant donné que la gravité est si forte, devrait, une fois formée, se compresser encore plus en une toute petite région qu'on appelle une singularité. Une singularité contiendrait toute la masse du trou noir, mais dans un point infiniment petit et infiniment dense. C'est à ce point-là que les trous noirs sont extrêmes. Et ensuite, on a une autre structure qu'on appelle l'horizon, qui n'est pas une barrière physique, comme le verre ici, mais plutôt une région en dedans de laquelle rien ne peut s'échapper. Que si tu rentres à l'intérieur de l'horizon, la gravité est trop forte, puis tu ne peux pas jamais t'échapper. Donc ça, c'est comme ça qu'on représente les trous noirs. Et la question que j'aborde aujourd'hui, c'est quel est le lien entre les trous noirs puis l'énergie durable? Et pour vous montrer qu'il existe un lien, puis que je pense réellement que dans le futur, éventuellement, ce sera une source incroyable d'énergie durable, je vais vous montrer, au fait, l'histoire du premier trou noir qui a été trouvé. Okay? Ce sont des équipes de scientifiques qui ont fait ces découvertes dans les années 70. Puis je vais vous montrer qu'est-ce qui fait ce trou noir. Pour ça, on va s'aventurer dans une région de l'espace qui se trouve dans la constellation du Cygne, une constellation qu'on voit d'ailleurs de Trois-Rivières. On va se focusser sur cette région ici. Voici à quoi ça ressemble. Okay? Il y a un peu trop de lumière, mais en gros, chaque petit point que vous voyez représente une étoile. Les régions plus sombres représentent de la poussière qui empêche que la lumière puisse... en gros, elle absorbe la lumière des étoiles. C'est pour ça que ça crée des régions plus sombres. Puis dans les années 70, ce qui est arrivé, c'est que les premiers fusées ont été lancées qui ont pris des images du ciel dans les rayons X. Les rayons X, c'est un type de lumière très, très énergétique. Il y a très peu d'objets dans l'univers qui sont capables de produire des rayons X. Et ils se sont aperçus qu'il y avait une toute petite région, que j'ai mis ici, qui au fait était la région la plus brillante de tout l'univers en rayons X. Puis ils se sont dit, mais qu'est-ce qui arrive là? Qu'est-ce qui peut être si énergétique que ça émet autant de rayons X? Donc, ils ont commencé à chercher dans les années 70, puis se sont aperçus au fait qu'à cet endroit, il y avait un objet super intéressant. C'était une grosse étoile, okay? Beaucoup plus grosse que notre Soleil, à peu près 15 à 30 fois plus grosse en masse que le Soleil, mais que cette étoile n'était pas immobile. Elle bougeait. Puis elle bougeait de manière assez intéressante. Elle bougeait de manière cyclique. Okay? Elle faisait une orbite complète en à peu près 3 jours. Imaginez quelque chose de gros, plusieurs fois la masse du Soleil, faire une orbite au complet en quelques jours. Quand nous, on voit ça, tout de suite, les astronomes disent « Ah, il faut que ce soit dans ce qu'on appelle un système binaire où il y a 2 objets qui, par leur gravité, orbitent l'un autour de l'autre. » Le problème, c'est qu'on ne voyait pas le deuxième objet. On voyait la grosse étoile ici qui bougeait, mais elle bougeait autour de quelque chose qui semblait invisible. Les rayons X, on savait que, en partie, provenaient de l'étoile massive, mais si on regardait toutes les autres étoiles massives, oui, ils émettent des rayons X, mais pas si fortement. La quantité qu'on recevait devait être associée avec cet objet. Okay?
même si on voyait pas physiquement c'est quoi, mais les rayons X provenaient autour de l'objet. Donc, ils ont continué à chercher. Ce qu'ils se sont aperçus, c'est que les rayons X variaient, fluctuaient très, très, très rapidement. En moins d'1 seconde, ça pouvait varier très, très, très rapidement. Et quand quelque chose varie à cette rapidité, pour les astronomes, ce que ça veut dire, c'est que l'objet doit être très petit. Pourquoi? Parce que s'il était immense, pour que tout l'objet varie rapidement, il faut du temps pour que l'information se transmette d'un côté à l'autre, et on sait que rien peut aller plus vite que la vitesse de la lumière. Donc, le fait que ça fluctue aussi rapidement, avec les limites de la vitesse de la lumière, ça nous donne une indication de la taille de l'objet. Et si on fait les calculs, on s'apercevait que cet objet devait être au maximum à peu près 100 km en taille, mais devait être très, très massif pour que les deux soient en orbite aussi rapidement l'un autour de l'autre. Et la seule chose qu'on connaissait à cette époque qui était aussi massif que ça, mais aussi compact, c'est un trou noir. Et donc, c'est là que vraiment les premières recherches ont été faites dans les années 70-80 pour dire, on dirait qu'il y a vraiment un objet, un trou noir qui se trouve dans ce système. Aujourd'hui, on comprend vraiment mieux le système. On l'a étudié de manière très détaillée et voici ce qui se passe. C'est une illustration de à quoi on sait maintenant qu'est-ce qui arrive. On a l'étoile massive, on a le trou noir, les deux sont en orbite l'un à côté de l'autre, mais le trou noir, sa gravité est si forte que le trou noir est littéralement en train d'engloutir l'étoile massive. En faisant ça, ça forme une structure qu'on appelle un disque qui devient très, très chaud parce que tout tourbillonne essentiellement presque à la vitesse de la lumière, tellement que la gravité est forte. Et quand les choses tourbillonnent à cette rapidité, ça devient très, très chaud. Il y a beaucoup de frottement. Ça chauffe à peu près à 20 millions de degrés. Et quand on a de la matière chaude à 20 millions de degrés, ça émet plein de rayons X. Et de là, la source de rayons X qui était la plus brillante du ciel. Donc ça, c'est le pouvoir d'un trou noir. Tu sais, il est compact, mais tellement puissant qu'il est capable de déchiqueter et même éventuellement d'engloutir une étoile au complet. Les catégories de trous noirs. Okay, donc ça, c'est un exemple de trou noir que je vous ai montré ici. Ça, c'est des petits trous noirs qu'on appelle de masse stellaire qui ont des tailles de quelques kilomètres et qui ont des masses de quelques fois la masse du Soleil. Mais ça, c'est les petits. Il y a les gros trous noirs qu'on appelle des trous noirs supermassifs qui sont ma spécialité. Et au fait, mon objectif, ma recherche, c'est d'étudier les plus gros trous noirs de l'univers au maximum. C'est quoi leur puissance qu'ils sont capables de faire dans notre univers et c'est quoi leur rôle dans notre univers. Puis je vais vous montrer l'image qui m'a convaincue quand j'étais au fait à l'université d'étudier dans ce domaine pour vous montrer la puissance de ces trous noirs supermassifs et éventuellement de l'énergie qu'on pourrait extraire de ces objets. Donc, voici une image d'une galaxie très typique. Galaxie contient des milliards d'étoiles. Ce sont des structures vraiment fascinantes. Et au fait, on s'aperçoit que chaque galaxie contient un trou noir supermassif en son centre. Ce trou noir est très, très massif, mais il est tellement compact que si on fait le calcul, on s'aperçoit qu'il est à peu près 1 milliard de fois plus petit que la taille de la galaxie. Donc, il est petit comparé à la taille de la galaxie. Et quand les astronomes ont découvert ces trous noirs, ils se sont dit, OK, il est très massif, mais il est tellement petit, comment est-ce que il pourrait avoir un impact sur quelque chose d'aussi gros qu'une galaxie? C'est comme dire, est-ce que mon téléphone pourrait avoir un impact sur quelque chose d'aussi gros que la Terre? Donc, on s'était dit, probablement pas, mais c'était faux. Je vais vous montrer l'image qui m'a convaincue. Ça, c'est une image qui est sortie dans un communiqué de presse en 2007 de la NASA, qui montre une galaxie qui contient un trou noir supermassif en son centre, ainsi qu'une petite galaxie en orbite autour de cette grosse galaxie. Et cette grosse galaxie ici contient un trou noir supermassif qui est très, très, très compact, à peu près 1 milliard de fois plus petit que sa galaxie. Mais ce trou noir est actif. Par actif, ce que je veux dire, c'est qu'il est arrivé à capturer de la matière par sa gravité. Il a capturé la matière. La matière a formé le disque, comme dans le cas du trou noir précédent qu'on a vu. Et quand il forme ces disques deviennent très, très chauds, brillent, émettent plein de rayons X, mais il
il y a une autre structure qu'on aperçoit et qu'on ne comprend pas encore tout à fait, qui est assez mystérieuse. C'est la formation de ces jets qui contiennent des particules très, très énergétiques, qui sont tellement énergétiques qu'ils voyagent presque à la vitesse de la lumière. Et je vais vous montrer une image du jet de la galaxie qui est ici. Donc, ce trou noir cette galaxie a un trou noir actif qui a des jets qui vont ressortir de la galaxie. Et on va les voir en bleu. Donc, ça, c'est la même image, mais par-dessus, ici en bleu, ce sont les jets, et il y en a un de l'autre côté aussi, qui proviennent du trou noir supermassif. Donc, rappelez-vous, ce trou noir est minuscule et 1 milliard de fois plus petit que la galaxie, mais il est tellement puissant qu'il est capable de produire un jet qui non seulement est en train de complètement détruire cette galaxie, mais est aussi en train de détruire la galaxie voisine. Et quand moi j'ai vu ça, en tant qu'étudiante, je me suis dit, si un trou noir est capable de détruire une galaxie entière, pour moi, c'était clair qu'il devait jouer un rôle très important dans l'univers. Et donc, c'est là que je me suis lancée pour justement comprendre quel est le rôle des trous noirs supermassifs dans l'univers. Pourquoi ils sont capables de faire ça? Pourquoi est-ce qu'ils sont capables de produire des structures aussi énergétiques qui sont capables de détruire des galaxies? Tout ça vient d'une équation vraiment simple qu'on connaît puis qu'on aime bien, E égale mc carré. Au fait, cette équation est vraie, mais il faut rajouter un petit facteur avant l'équation. Ce facteur, c'est ce qu'on appelle l'efficacité à transformer de la masse en énergie. Puis il s'avère qu'une des raisons pourquoi on pousse beaucoup le nucléaire, c'est parce que c'est une des façons les plus efficaces à transformer la masse en énergie. Okay, pour vous donner un ordre de grandeur, donc ça c'est l'efficacité pour les bombes nucléaires ou le nucléaire en général. Le Soleil est quand même un peu mieux, à plus d'efficacité que ce qu'on est capable de faire sur Terre. Mais les trous noirs, eux, sont les objets les plus efficaces dans l'univers de convertir la masse en énergie. Et c'est à cause de leur gravité aussi forte qui, en captant la matière, elle chauffe, elle brille, elle réémet plein d'énergie. Avec les jets aussi, tu réémets plein d'énergie dans ton environnement. Et donc, ça, c'est la raison pourquoi les trous noirs sont si efficaces. Si on revient ici, on va continuer notre voyage cosmique. Puis, je vous ai parlé des trous noirs supermassifs. On va se diriger vers les plus gros de l'univers. Où est-ce que ces trous noirs se trouvent? Au fait, ils se trouvent dans des endroits très particuliers dans l'univers. Et plus précisément, ils se trouvent dans ce qu'on appelle des amas de galaxies. Okay? Ça, c'est une super belle image. C'est la première image qui a été publiée au public par le télescope James Webb. Et donc, c'est le président des États-Unis qui a dévoilé cette image. On voit ici, en gros, un amas de galaxies. Chaque point blanc que vous voyez représente une galaxie qui appartient à cet amas. En gros, qu'est-ce qui arrive? C'est que l'amas est fait de plein de galaxies qui, ensemble, par la gravité, s'attirent et forment cette immense structure. Souvent, ce qui arrive dans un amas, l'amas va contenir à peu près 1000 galaxies, tous prises ensemble par la gravité. Mais au centre de l'amas, il y a une immense galaxie. Okay? Et ça, c'est la galaxie centrale qui est, au fait, extrêmement vieille. C'est probablement les premières galaxies qui se sont formées dans l'univers. Ces galaxies étant très, très vieilles, ont eu le temps de grandir et de grandir et de grandir. Elles vont contenir un trou noir supermassif au centre qui, ce qu'on s'aperçoit, c'est que plus la galaxie est grande, plus le trou noir supermassif au centre est massif aussi. Et donc, ce sont ces galaxies qui vont contenir les plus gros trous noirs supermassifs de l'univers. Puis, je vais vous montrer ici un exemple de la puissance de ces objets. Donc, ça, c'est un de mes objets préférés que j'étudie depuis plusieurs années. C'est un amas de galaxies qui s'appelle l'amas de Persée. Et ça, c'est sa galaxie au centre de l'amas. Donc, immense galaxie. Pour vous donner un ordre de grandeur, la petite galaxie que vous voyez ici, c'est un dessin. Ça montre la taille de la Voie lactée, qui est notre galaxie. Okay? Donc, imaginez, ça, c'est notre galaxie et on a ces grosses, immenses galaxies qui sont beaucoup, beaucoup plus grandes que notre propre galaxie, la Voie lactée. Et au centre, on a un trou noir supermassif, mais parmi les plus massifs qui existent. Et ce que je vais vous montrer dans la prochaine image, c'est la même image ici, mais vue avec un autre télescope qui, au lieu de montrer la galaxie, montre
le gaz qui se trouve autour de cette galaxie. Okay? Il s'avère qu'il y a beaucoup, beaucoup de gaz qui entourent les galaxies. Et si on regarde de quoi ça a l'air de ça. Okay? Donc, ce que vous voyez en bleu, c'est le gaz qui entoure la galaxie. Et ça, c'est une image qui a été faite avec le télescope Chandra dans les années début 2000. Le télescope a été lancé en 99 et c'était le premier télescope qui pouvait voir de manière détaillée ce gaz. T'sais, avant, on pensait que c'était tout uniforme, qu'il n'y avait pas de structure. Mais là, le télescope arrive, prend une image, puis nous dit qu'il y a énormément de structure. C'est quoi ces choses-là qu'on voit? Ces bulles, okay? Ça ressemble à des bulles d'air, au fait. Ça provient du trou noir supermassif, qui est au centre, qui est en train de former ces jets ultra puissants. Et ces jets ont tellement d'énergie qu'ils sont littéralement en train de repousser tout le gaz de son chemin. L'exemple que j'aime donner ici, c'est, on vient du Québec, ok? On a beaucoup de neige pendant l'hiver. Rappelez-vous l'énergie que ça prend pour déneiger votre entrée de garage. Okay? Ça prend beaucoup d'énergie de faire ça. Imaginez un objet qui déneige, qui enlève tout le gaz, mais à l'échelle d'une galaxie au complet. Ça, c'est la puissance des trous noirs. Puis pour vous donner un chiffre de qu'est-ce que ça représente, okay? Donc ça, c'est, au fait, j'ai fait un calcul. J'ai pris notre Soleil, okay, qu'on adore ici, qui garde notre planète chaude. Puis j'ai fait un calcul, je me suis dit, au cours de toute sa vie, okay, le Soleil va vivre à peu près 10 milliards d'années. Au cours de toute sa vie, combien d'énergie est-ce qu'il aura émis? Okay, le Soleil est chaud, il bouillonne d'activité, il émet beaucoup d'énergie. Donc, en faisant ce calcul, on s'aperçoit que c'est à peu près ce chiffre-là, équivalent de bombes atomiques en énergie, au cours des 10 milliards d'années. Il y a 28 zéros là-dedans. Ce chiffre s'appelle un octillion, si vous êtes curieux. Et donc, ça, c'est la quantité d'énergie associée avec notre Soleil, mais au cours de toute sa vie. L'énergie associée avec une seule de ces bulles qui a été formée par le trou noir très rapidement, donc en une fraction de la vie du Soleil. L'énergie contenue là-dedans, il y a 37 zéros là-dedans. Ça s'appelle un décillion. Okay? Et donc, ce trou noir est capable de produire cette quantité d'énergie phénoménale. Et au fait, ça, c'est juste une bulle. Au cours de toute sa vie, il va en produire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Okay? Et donc, c'est ça qui fait que souvent, je dis que les trous noirs, c'est comme les cœurs battants des galaxies. Ils vont faire circuler plein de choses, réémettre de l'énergie. En gros, ils gardent les galaxies chaudes au cours de toute leur vie. C'est ça qu'on s'aperçoit du rôle des trous noirs. Par rapport à la question de l'énergie, il y a beaucoup de scientifiques qui se sont penchés sur cette question. Est-ce qu'on pourrait un jour extraire l'énergie d'un trou noir, étant donné qu'ils sont les objets les plus efficaces à transformer masse en énergie? Et donc, il y a plusieurs articles qui ont, en gros, pris les jets qu'on a vus. Donc, on a vu qu'un seul jet qui produit une seule bulle produit une quantité phénoménale d'énergie. Et donc, il y a plusieurs articles qui ont dit, on pourrait s'approcher du trou noir et aller extraire cette énergie qui provient des jets. Ça, c'est basé sur un processus de Blandford-Znacek qui a été proposé dans les années 80. Donc, ça, c'est une façon. Il faudrait, bien sûr, survivre aux alentours du trou noir puis être capable d'extraire cette énergie. Mais je vais vous montrer une autre façon super intéressante. Puis, j'ai mis ici en emphase le mot durable. Okay, parce que c'est vraiment quelque chose de vraiment intéressant. Puis c'est le côté durable des trous noirs que je trouve fascinant. Donc, allons-y. Alors, voici ce que j'avais montré au début de la conférence. C'est une représentation de à quoi ressemble un trou noir. On a la singularité qui contient toute la masse. Puis, on a cette région dans laquelle rien ne peut s'échapper. Je vous ai menti, au fait. Ce que j'ai pas mentionné, c'est que ça, c'est vrai pour un trou noir qui ne tourne pas sur lui-même. Ça, c'est ce que la relativité générale prédit pour un trou noir qui ne tourne pas sur lui-même, qui est immobile. Si le trou noir tourne, il y a quelque chose de super intéressant qui arrive, selon la relativité générale, c'est que la singularité ne devient plus un point, ça devient un anneau, qu'on appelle la ringularité. Et en plus de ça, il y a une structure qui apparaît, qu'on appelle l'ergosphère. C'est quoi cette ergosphère?
au fait, on a notre trou noir ici avec son horizon qui tourne. Okay, donc, imaginez le trou noir qui tourne. Et au fait, il y a la gravité tellement forte, le trou noir est tellement fort, en tournant, ce qui va arriver, c'est qu'il va forcer tout l'espace et le temps autour de lui de tourner avec lui. Et c'est ce qui est représenté par l'ergosphère ici. C'est la région qui, à cause de cette gravité tellement forte, cette région est entraînée avec le mouvement du trou noir. Et il y a quelque chose de vraiment intéressant qui arrive avec cette région, qui a été proposé dans les années 70 par Roger Penrose, donc un scientifique très connu qui a beaucoup travaillé sur les trous noirs. Il s'est dit, pour ces trous noirs, qui sont en fait la majorité des trous noirs, si tu avais initialement une certaine masse, okay, donc on va imaginer qu'il y a une civilisation qui s'établit proche d'un trou noir, ce qui a été proposé par plusieurs articles scientifiques, et ils se sont dit, si cette communauté ici arrivait à délaisser des déchets. Donc, imaginez que cette boule bleue représente des déchets qui vont lancer vers le trou noir. Ces déchets ont une énergie initiale qui leur sont associée avec leur masse. Et ce qui arrive, c'est que dans ce processus-là, si tu prends cette masse-là et que tu la divises en deux et que la première partie rentre dans le trou noir, une fois que ça traverse l'horizon, il n'y a rien qui peut s'échapper. Il n'y a rien qui peut s'échapper de la gravité, c'est perdu à jamais. Mais ce que ce processus prédit, c'est qu'à ce moment-là, la deuxième partie peut ressortir du trou noir. Et en plus, ce qui est vraiment fascinant, c'est que ce processus prédit que cet objet qui ressort a une énergie plus grande que l'énergie initiale. Et donc, non seulement qu'il n'y a aucune perte, mais il y a un surplus d'énergie. D'où provient cette énergie? C'est que quand de la matière rentre dans cette ergosphère, elle peut capturer cette énergie de rotation et l'amener avec elle. C'est un processus très bien documenté par la relativité générale. Et selon les calculs, l'énergie ici serait l'énergie initiale plus à peu près 20%. Donc, ça serait une façon très propre il n'y aurait pas de perte, il y aurait un surplus d'énergie. En plus que la moitié est allée dans le trou noir, donc c'est une façon de défaire des déchets aussi. Et donc, je vais vous laisser ici, mais juste pour terminer, je vais raconter au fait une anecdote historique. Okay? Quand on regarde ça, on se dit, OK, c'est intéressant, mais présentement, on n'a aucunement la technologie pour exploiter ce type de processus, ne serait-ce que d'aller vers un trou noir. Et donc, oui, c'est intéressant, mais ça semble tellement farfelu que peut-être que dans quelques centaines, voire milliers d'années, on serait capable, mais pour l'instant, c'est pas possible. Puis l'anecdote historique que je vous raconte par rapport à ça, c'est en 1915. Qu'est-ce qui arrive en 1915? Il y a un papier qui est publié, super important, par Einstein. C'est son papier sur la relativité générale. Sa relativité générale, c'est décrit en gros, c'est quoi la gravité, comment la gravité fonctionne. Une année après que son papier est publié, il y a un scientifique qui s'appelle Carl Schwarzschild qui joue avec les équations et qui s'aperçoit au fait que, selon ces équations, on devrait pouvoir avoir des objets qui ont une gravité tellement forte que rien ne peut s'échapper. Il prédit l'existence des trous noirs, en gros. Mais la communauté scientifique, incluant Carl Schwarzschild et Einstein, disait « Mais ça se peut pas que l'univers crée des objets aussi extrêmes que ça. Ça se peut juste pas. » En même temps, dans les mêmes années, il y a plusieurs scientifiques qui continuent à jouer avec les équations et qui prédisent qu'au fait, il y a des ondes gravitationnelles qui devraient être produites par des objets avec une masse et en mouvement. Mais dans 1915-1920, toute la communauté scientifique, incluant Einstein lui-même, disait « OK, c'est intéressant, mais on n'aura jamais la technologie. Ça va prendre des centaines, voire milliers d'années pour avoir cette technologie, pour détecter ces ondes gravitationnelles. » Et on se retrouve maintenant que non seulement on a la preuve que ces trous noirs existent de manière hors de tout doute, mais on a aussi développé une technologie qui a été capable de détecter les ondes gravitationnelles en seulement à peu près 100 ans. Et donc, je me dis, oui, ça a l'air comme absolument farfelu, puis on se dit peut-être dans quelques centaines, milliers d'années, mais on pourrait être surpris que peut-être ça va arriver plus vite qu'on pense. Et sur ce, je vais vous laisser rêver et je vais prendre les questions. Donc, merci. Merci pour la présentation. Là, ça fait 2 conférences de fil
en astronomie, puis je suis complètement je suis perdu puis émerveillé en même temps. Là, pouvez-vous remettre de l'ordre un petit peu dans la hiérarchie des choses, si on peut dire? C'est-à-dire, déjà dès le début, je me demandais pourquoi vous parliez d'objets, alors que, est-ce qu'il y a une masse qui crée le trou noir en lui-même? C'est quoi le début, là? C'est quoi l'œuf et la poule dans l'histoire? Puis, est-ce que, donc, ce que ça veut dire, éventuellement, c'est que toutes les galaxies vont être aspirées par chacun leur trou noir? Oui et non. Il y a, donc, d'où naissent les trous noirs? Au fait, la plupart des trous noirs naissent à la fin de la vie de grosses étoiles. Okay? Qu'est-ce qui arrive? C'est que quand tu as des grosses étoiles, au fait, plus grosses que le Soleil, l'étoile vit une bataille toute sa vie. Okay? Elle vit une bataille entre la gravité, qui veut la compresser. Donc, on a vu qu'à la surface du Soleil, la gravité est plus forte qu'à sur la Terre. Cette gravité veut compresser l'étoile, mais pour combattre ça, il y a des réactions nucléaires et c'est ça qui fait qu'il y a vraiment une bataille. Éventuellement, à la fin de sa vie, il n'y a plus de carburant pour faire ces réactions nucléaires. Tout est épuisé. Et à ce moment-là, la gravité gagne. Lorsqu'elle gagne, au centre, étant donné la gravité, plus tu compresses, plus ça augmente. Il y a vraiment un effet de chaîne qui se développe et très rapidement, tu formes un trou noir au centre. Donc ça, c'est comment la plupart des trous noirs se forment. Pour vous donner un ordre de grandeur, il y a eu beaucoup d'étoiles massives dans notre galaxie qui sont déjà mortes puis ont formé des étoiles, des trous noirs au centre. On a fait des calculs, puis si je prends toute la Voie lactée, on estime que éparpillés à travers la Voie lactée, il y aurait à peu près 100 millions de petits trous noirs. Là, on ne les voit pas facilement parce que souvent, à la fin, il reste juste le trou noir, puis il est noir. Pour le voir, il faut souvent qu'il y ait une autre étoile en orbite proche de lui, que l'étoile se fait engloutir. Donc, il y en aurait à peu près 100 millions. Au centre, il y a le gros trou noir supermassif qui, lui, on pense, a été un des premiers trous noirs à se former quand l'univers était très, très jeune. Maintenant, avec James Webb, on s'aperçoit qu'au fait, les trous noirs semblent se former en premier, probablement à la fin de la vie de grosses étoiles, et qu'avec le temps, ils vont accréter, engloutir et grandir. En même temps, il y a la galaxie qui va se former autour de lui et qui va récolter des étoiles, plus d'étoiles et éventuellement devenir une galaxie. Donc, oui, chaque galaxie a un trou noir supermassif, mais il faut se rappeler qu'il est très, très compact. Tellement compact que, au fait, il faut que la matière soit assez proche de lui pour qu'il l'engloutisse. Et donc, on ne pense pas que les galaxies vont être complètement englouties par ces objets, étant donné qu'ils sont tellement petits. Deuxième facteur, puis je vais terminer là-dessus, il y a un autre facteur qui joue contre les trous noirs, c'est l'expansion de l'univers. L'univers est en expansion et de ce qu'on s'aperçoit, c'est que ça va de plus en plus vite, cette expansion. Et donc ça fait que les galaxies s'éloignent l'une de l'autre. Donc, on n'aura pas éventuellement un trou noir qui accrète tout. Ouais. Bon, pour votre proposition maintenant d'énergie renouvelable, si je comprends bien, on parle ici de prendre un objet, je ne sais pas, des déchets, quelque chose, on l'approche d'un trou noir. Mais comment on fait pour le briser? Parce que là, si je comprends bien, c'est le fait de se faire briser. Il y a une des deux moitiés catapultée avec plus d'énergie. Comment qu'on fait ça pour briser, que ça se passe, là, ce bris? Oui, ce bris. Oui. Tu pourrais juste imaginer que tu mets une bombe à l'intérieur de cet objet, puis que ça explose, pour qu'une partie rentre dans le trou noir et que l'autre soit éjectée. Puis, puisque l'autre partie ne rentrera pas dans l'horizon, il pourrait avoir assez d'énergie pour s'échapper. Ouais. Fait qu'on sait comment faire. Allons-y. Oui, c'est ça, théoriquement, mettons. Voilà. faut maintenant créer l'expérience. Ouais. La question que peut-être que certaines personnes se posent ou qu'on voit déjà, on voit des fois dans des films de science-fiction, s'il y en est de créer en laboratoire une singularité, comment la compacter? Es-tu allé explorer ce genre de choses loufoques qui sont peut-être explorées par certaines personnes pour vrai, non? Oui. Donc, ça prend beaucoup d'énergie pour compacter des choses. Présentement, on n'a pas
ce type d'énergie pour créer un trou noir qu'on appelle stable. Okay? Un trou noir, mettons, que moi je pourrais voir présentement. On n'a pas cette énergie-là. C'est comme des milliards de fois plus grand que ce qu'on a présentement. Mais les accélérateurs de particules ont beaucoup d'énergie. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des particules, ils les font accélérer, presque à la vitesse de la lumière, et ils les font rentrer en collision. Là-dedans, il y a beaucoup d'énergie. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que selon certaines théories associées avec la relativité générale, mais aussi la théorie des cordes, il y a certaines situations que eux ils prédisent avec cette énergie-là qu'on a actuellement, tu pourrais créer des trous noirs, mais minuscules, okay, comme microscopiques, qu'on verrait pas à l'œil nu. Et si ça c'est vrai, théoriquement, ils devraient s'évaporer très rapidement. Okay, selon la radiation de Hawking, avec des petits trous noirs comme ça, ils s'évaporent en une fraction de seconde. Et donc, si c'était formé, ces trous noirs, on devrait les voir s'évaporer. Ce qu'on n'a pas vu. On n'a aucunement vu ça. Et donc, en fait, ça dit que cette théorie n'était pas correcte. Autre chose qui est intéressante, c'est que cette énergie de collision, au fait, on l'a fait aussi sur Terre, à l'échelle de notre atmosphère. Le Soleil qui envoie ces explosions envoie plein de particules vers nous et qui interagissent avec notre atmosphère avec une énergie similaire à celle des collisions. Et on n'a pas observé de trous noirs, on n'a pas observé de rayonnement de Hawking. Et donc, on ne pense pas qu'on peut former des petits trous noirs comme ça. Mais peut-être qu'un jour, on aurait l'énergie de faire un plus gros trou noir qui est stable et qui ne s'évapore pas en une fraction de seconde. Ouais. Merci.